Voici maintenant 10 ans, un violent séisme s'est produit à Manabí. En quelques dizaines de secondes, les secousses ont généré des destructions massives des bâtiments et des infrastructures, faisant près de 700 victimes. Lors de ce séisme, la Terre a bougé. Nous avons ressenti les ondes sismiques jusqu'à plus de 200 km du séisme. Les accélérations ont localement dépassé la force de gravité. Mais en plus des ondes générées par le séisme, la Terre en surface a bougé. Sur cette figure, nous voyons le déplacement qui a eu lieu, mesuré par les satellites radar ALOS et Sentinel. Il montre des déplacements qui ont dépassé 50 cm près de la côte de Manabí. Les flèches blanches représentent le déplacement horizontal mesuré à partir de stations GPS installées par l'Institut de géophysique de Quito et l'Institut de recherche pour le développement. Il montre qu'un déplacement d'environ 1 mètre a eu lieu dans la zone de Rama. L'analyse des données GPS à l'échelle de l'équateur montre que le mouvement diminue lorsque l'on s'éloigne de la zone de rupture du séisme. Mais il reste de plusieurs centimètres sur un rayon de plus de 300 km autour de Pedernales. Ces mouvements de la croûte terrestre très forts ont généré des forces gigantesques à l'intérieur de la Terre qui vont avoir des conséquences pendant les jours, les mois et les années qui ont suivi le séisme. Grâce au travail de l'IGEPN et d'une grande collaboration internationale, des réseaux sismologiques et GPS ont été mis en place pour comprendre les effets du séisme. Des dizaines de scientifiques d'Équateur, de France, des États-Unis, d'Allemagne ont travaillé à acquérir et analyser les observations. L'objet de cette présentation est de faire un bilan des observations et des travaux qui ont été réalisés à la suite du séisme de Pedernales. En raison de la modification des forces à l'intérieur de la Terre, les périodes qui suivent les séismes sont des fenêtres d'observation où beaucoup de phénomènes se produisent. Les scientifiques les utilisent pour observer les processus physiques. Avec ces nouvelles observations, on peut espérer mieux comprendre où et pourquoi les séismes se produisent. Je suis Jean-Mathieu Noquet, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, au laboratoire GéoAzur et à l'Institut de physique du globe de Paris. Je suis Frédérique Rolandon, enseignante chercheuse à Sorbonne Université à Paris. Nous travaillons depuis de nombreuses années avec l'Institut de géophysique de l'École polytechnique nationale. Notre recherche consiste à utiliser les mesures de GPS de haute précision pour comprendre les mécanismes impliqués dans les séismes. Pour comprendre les mécanismes qui ont été activés à la suite du séisme de Pedernales, il nous faut tout d'abord revenir à la cause du séisme de Pedernales. Cette figure montre la plaque océanique Nazca et la côte équatorienne. La figure en bas à droite montre l'évolution de la position calculée par GPS sur l'île de Santa Cruz aux Galapagos par rapport au continent sud-américain. On voit que l'île de Santa Cruz, située sur la plaque tectonique Nazca, se déplace de manière constante vers l'est avec une vitesse d'environ 5 cm par an, soit 50 cm en 10 ans. Le mouvement vers l'est de la plaque Nazca induit une convergence vers l'équateur. Lorsqu'elle arrive à environ 80 km de la côte équatorienne, la plaque Nazca plonge au niveau d'une fosse et s'enfonce de manière oblique à l'intérieur de la Terre. À partir d'environ 60 km de profondeur, la chaleur et la pression rendent les roches ductiles et la pénétration de la plaque se fait de manière continue. Mais entre la fosse et 60 km de profondeur, certaines portions de l'interface entre les plaques restent bloquées, indiquées ici par le segment rouge. Comme cette zone est bloquée, elle va induire une déformation de la plaque supérieure au-dessus de la plaque Nazca. En mesurant par GPS le mouvement vers l'intérieur du continent, nous pouvons réaliser une carte des zones bloquées sur l'interface des plaques. C'est ce que l'on appelle les cartes de couplage intersismique. Les zones bloquées accumulent l'énergie élastique pendant des dizaines d'années. Cette énergie est celle libérée en quelques dizaines de secondes par les grands séismes. Cette carte représente les zones bloquées.
Les lignes en pointillés indiquent la profondeur de l'interface entre les plaques. Les zones rouge foncé représentent les zones bloquées, puis vers le jaune des zones où le blocage est moins fort. La figure à droite montre la zone de rupture du séisme de Pedernales et la quantité de glissement qui a eu lieu pendant le séisme. Le glissement moyen est autour de 2 mètres, mais il dépasse 6 mètres au niveau de la ville de Ramah. Les courbes blanches sur la figure de gauche reportent la zone de rupture superposée au couplage. On voit que la zone de rupture du séisme de Pedernales correspond à des zones qui étaient fortement bloquées avant le séisme. Mais toutes ces zones n'ont pas rompu et nous cherchons à comprendre pourquoi. Lorsque le séisme se produit, il y a un mouvement de glissement des plaques. La plaque supérieure se déplace vers l'océan, comme nous le voyons dans les données GPS en haut à gauche. Mais les zones autour de la zone de rupture, elles, n'ont pas bougé. Nous pensons qu'elles réagissent un peu comme une couche de miel coincée entre 2 blocs de caoutchouc. Comme le miel, elles vont mettre du temps à retrouver leur équilibre après le séisme. Ce processus est appelé aftersleep. Il est systématiquement observé après tous les séismes dans le monde. Il libère une énergie souvent proche de la moitié de celle du séisme qui l'a générée. La quantité d'aftersleep est fonction de la perturbation des contraintes générées par le séisme. La figure à gauche montre un calcul des forces de cisaillement générées par le glissement du séisme sur les zones adjacentes à la rupture. On s'attend à ce que les zones adjacentes au séisme commencent à glisser immédiatement après le séisme. Une première question est de savoir si l'aftersleep, après Pedernales, se développe autour de la rupture. L'aftersleep est rapide au début, puis s'amortit en quelques mois à quelques années. Une deuxième question est de savoir combien de temps il a duré en équateur. Enfin, une autre question est de savoir ce qui se passe dans la zone de rupture. Glisse-t-elle? Si oui, à quelle vitesse? Ou, bien au contraire, redevient-elle bloquée en recommençant à accumuler de l'énergie pour un futur séisme? Cette figure montre à droite les séries temporelles GPS durant les 72 heures qui ont suivi le séisme. On voit que le déplacement atteint plusieurs centimètres par jour pour les sites proches de la rupture. Mais lorsqu'on réalise une inversion du glissement sur l'interface, on voit que le glissement n'est pas homogène autour de la rupture. 2 patchs apparaissent clairement sur l'interface de subduction, juste au-dessus de la rupture. L'un au nord, en face de Muisne, et l'autre au sud, en face de Cabo Passado. L'inversion suggère aussi qu'une partie de la zone de rupture a continué à glisser pendant les premières heures qui ont suivi le séisme. Cette figure regarde maintenant l'aftersleep pendant le mois qui a suivi le séisme. Au cours de ce mois, le plus grand déplacement dépasse 10 cm dans la zone de Muisne. Le mouvement continue de ralentir. Les 2 patchs au-dessus de la rupture présentent un fort glissement et un glissement entre ces 2 patchs s'étend également au-dessus de la rupture. Le patch profond se développe en profondeur, à environ 60 km. Il n'est pas exactement adjacent à la rupture. Très peu de glissement est observé à l'intérieur de la zone de rupture. Cela signifie que les aspérités se sont bloquées à nouveau et ont commencé quasi immédiatement un nouveau cycle d'accumulation. Cela indique qu'un autre séisme aura lieu à Pedernales dans quelques décennies sans doute. Ces données indiquent aussi que la possibilité d'un séisme proche de la fosse est très faible. Cette zone n'avait pas accumulé de contraintes avant le séisme et répond au changement de contraintes induit par le séisme par un glissement lent. Un élément étonnant de ces observations est le déclenchement d'un glissement sur la zone de l'île de la Plata. Il ne s'agit pas d'aftersleep, et ce pour 3 raisons. Le premier est qu'il est séparé de l'aftersleep par une zone qui n'a pas glissé. La seconde est que le déplacement commence entre 2 et 3 jours après le séisme. La troisième raison est que le glissement s'arrête après 20 jours, alors qu'il continue autour de la rupture.
Des phénomènes similaires ont été observés au Japon ou en Nouvelle-Zélande à la suite de grands séismes. Les premières semaines qui ont suivi le séisme ont été caractérisées par un grand nombre de répliques, parfois importantes. Les répliques sont toujours observées après un séisme important. Elles sont interprétées comme des petites zones bloquées qui vont recevoir, à la suite de la rupture du séisme principal, l'incrément de contraintes qui leur manquait pour rompre. Le nombre de répliques décroît au cours du temps. La figure de gauche montre le développement des répliques au cours du premier mois. Les répliques se produisent autour des zones d'aftersleep, au-dessus de la zone de rupture. Elles sont plus importantes les 2 premiers jours sur le patch sud, puis se développent ensuite de manière simultanée entre le patch nord et le patch sud. Aucune réplique n'a lieu dans la zone d'aftersleep profond. Cela indique sans doute que les conditions de température-pression changent avec la profondeur et ne permettent plus la rupture cassante dans cette zone, tout en permettant le glissement lent. Les études ont ensuite cherché à mieux comprendre la relation entre aftersleep et réplique. Pour cela, on peut comparer l'évolution du glissement asismique sur les patchs au nord et au sud de la zone de rupture avec le nombre cumulé de répliques qui se produisent dans ces zones. Dans les deux cas, on trouve que l'évolution des répliques et celle de l'aftersleep sont similaires. Lorsque l'on calcule l'énergie libérée par les répliques par rapport à celle de l'aftersleep, on s'aperçoit que l'aftersleep libère 10 fois plus d'énergie que les petits séismes. Cela implique que c'est l'aftersleep qui semble bien contrôler l'évolution des répliques. Mais de quelle manière ? On pourrait penser que l'aftersleep entraîne toute une portion de l'interface de subduction avec lui et avec lui les petites aspérités. Mais une étude récente montre que les répliques se localisent dans les zones où la quantité d'aftersleep varie le plus. Le gradient de glissement est directement proportionnel aux forces cisaillantes. Le fait que les répliques se localisent dans les zones de gradient indique que les répliques répondent aux forces générées par l'aftersleep. Comment comprendre que l'aftersleep se développe dans des zones préférentielles plutôt que tout autour de la rupture ? Pour essayer de comprendre ce processus, nous allons faire appel à un autre concept découvert il y a 25 ans que l'on appelle les séismes lents. Les séismes lents correspondent à un mouvement lent, transitoire, dans la même direction que les séismes et qui dure de quelques jours à quelques semaines sur l'interface sans générer de grands séismes. On peut les observer dans les séries temporelles parce qu'ils correspondent en période intersismique à un changement de direction du GPS. C'est ce qui est représenté en haut à gauche sur la composante est de stations situées dans la zone de Punta Galera. On voit la pente positive vers l'est qui est induite par le blocage sur l'interface, puis un renversement de direction du déplacement pendant quelques semaines. Ce renversement indique le glissement lent. Le glissement lent est ensuite calculé et il est représenté sur la figure en bas à droite. En équateur, ces glissements lents superficiels sont toujours associés à un essaim de sismicité. Ce que l'on observe ici, c'est que les zones d'aftersleep qui ont eu lieu après Pedernales correspondent à des zones de séisme lent qui avaient eu lieu avant Pedernales, que ce soit pour la zone de Punta Galera, pour la zone de Cabo Passado ou pour la zone profonde. Cette observation est intéressante pour la zone de Cabo Passado, puisque celle-ci était bloquée avant le séisme de Pedernales, mais n'a pas rompu. Elle a relâché l'énergie accumulée de manière asismique et enfin, elle a limité la propagation de la rupture du séisme. Peut-on observer ces séismes lents pendant la phase post-sismique ? Peuvent-ils moduler ou influencer l'aftersleep ? La figure à gauche montre les séries temporelles de stations GPS au nord de la rupture. En avril 2017, on voit clairement, superposée à la décroissance de l'aftersleep, une modulation avec une accélération du déplacement. On voit aussi que la forme du mouvement change après le séisme lent. La courbe rouge de Mampiche
était plus rapide que la courbe verte de Coriolis. Mais après le séisme lent, Coriolis devient plus rapide. La période du séisme lent correspond aussi à une augmentation du nombre de séismes répétés. Cette observation montre que aftersleep et séisme lent peuvent avoir lieu en même temps et au même endroit. Une observation similaire a été faite après le séisme d'Illapel au Chili. Mais pour l'instant, nous ne savons pas bien interpréter ce comportement. La figure en bas montre l'évolution d'un type de séisme qui ont souvent lieu avec les séismes lents. Elle suggère de manière indépendante que plusieurs épisodes ont eu lieu pendant la période d'aftersleep. Pour aller plus loin dans l'étude de cette question, nous avons réalisé une inversion de l'aftersleep au cours du temps. La figure du premier rang, en haut, indique la vitesse de glissement sur l'interface de subduction. Nous avons vu que dans les premières heures après le séisme, cette vitesse était quasiment de 10 cm par jour. En juin 2016, elle a déjà diminué à environ 3 mm par jour et continue sa diminution. Mais superposé à cette diminution de l'aftersleep, on voit clairement un pulse de glissement en juillet 2016. Sur la deuxième ligne, nous regardons maintenant l'aftersleep autour du mois de mai 2017, plus d'un an après le séisme. Nous voyons la diminution, mais nous voyons deux pulses. Un premier en juin 2017 sur le patch nord, puis en juillet 2017 sur le patch sud. Certains de ces pulses sont associés à des séismes significatifs de magnitude supérieure à 5. Nous ne connaissons pas l'origine de ces modulations avec certitude. Ce que nous savons, c'est que ces épisodes se poursuivent jusqu'à maintenant. En effet, sur la zone de Galera, la fréquence de ces événements avait été étudiée et une récurrence typique autour de 2 ans avait été proposée. Si nous regardons la série temporelle GPS de la station de Punta Galera, elle semble avoir la même récurrence de séismes lents après le séisme de Pedernales. Une zone particulière est celle d'Esmeraldas. En effet, bien que située plus loin de la zone de rupture, elle présente un taux de sismicité important comme on peut le voir sur la carte en haut à gauche, avec plusieurs essaims sismiques. En 2016, un essaim a eu des séismes qui ont atteint des magnitudes 5. Ces séismes ont lieu sur une zone bien spécifique. Un calcul, indiqué ici par la carte avec les couleurs bleues et rouges, montre que la sismicité est située dans une zone où les effets combinés du séisme de Pedernales et de l'aftersleep ont augmenté les contraintes, ici en rouge. L'analyse des données sismologiques montre que cette sismicité n'a pas lieu sur l'interface de subduction du contact entre les plaques qui est indiquée en gris sur cette figure, mais elle a lieu au-dessus et se place donc dans la plaque supérieure. La plaque océanique Nazca, qui est restée dans l'océan pendant des millions d'années, est gorgée d'eau. Sous l'augmentation de la pression et de la température au fur et à mesure qu'elle s'enfonce, elle va libérer cette eau. Une partie de cette eau peut promouvoir des glissements lents sur l'interface. Mais si des failles à l'intérieur de la plaque supérieure préexistent, les séismes peuvent alors remonter, modifier le champ de force et générer un essaim sismique dans la plaque supérieure. Cette idée est corroborée par l'observation que la sismicité migre vers la surface avec une vitesse de quelques centaines de mètres par jour typique de la diffusion des fluides. Combien de temps vont durer les effets du séisme de Pedernales? Pour répondre à cette question, nous regardons à nouveau les résultats GPS pour la composante est de la station située à Pedernales. Nous avons soustrait la vitesse calculée avant le séisme Pedernales. La déformation post-sismique sera terminée lorsque la série temporelle sera de nouveau horizontale.
Nous voyons le mouvement extrêmement rapide durant les premières années qui ont suivi le séisme, puis qui s'amortit au cours du temps. Aujourd'hui, il semblerait que pour la station de Pedernales, elle soit quasiment revenue à l'état tel qu'elle était, avec le même mouvement tel qu'il était avant le séisme. Si nous regardons la même série temporelle pour Quito, qui est située beaucoup plus loin de la rupture, à environ 150 km, nous observons le même phénomène, avec un déplacement rapide au début qui s'amortit au cours du temps. Mais nous voyons aussi que le mouvement semble continuer et s'amortit moins. En comparant Pedernales et Quito de manière plus précise, nous voyons qu'au début, Pedernales bouge beaucoup plus rapidement que Quito, mais à partir de 2020, nous voyons que Quito a un mouvement qui est plus rapide que celui de Pedernales. Comment expliquer cela ? La réponse est à chercher non pas sur l'interface de subduction, mais dans le manteau de la Terre. Celui-ci se comporte à la fois de manière élastique et visqueuse. Visqueuse veut dire qu'il réagit aux variations de force sur plusieurs années par un fluage, comme le miel. Les contraintes générées par le séisme se propagent immédiatement dans le manteau car il est élastique. Mais à cause de la partie visqueuse, le manteau va commencer à fluer. Le temps de fluage est en général plus long que le temps de l'afterslip. Dans cette étude, les auteurs ont essayé de séparer la part, dans les observations GPS, de ce qui est lié à l'afterslip de celle qui vient de la relaxation dans le manteau. Les observations GPS sont indiquées en bleu foncé et en bleu clair sur les figures. Les prédictions pour l'afterslip sont indiquées en rouge et la contribution de la déformation du manteau est indiquée en blanc. On voit que dans les 30 premiers jours qui ont suivi le séisme, le mouvement est dominé par l'afterslip le long de l'interface de subduction. Puis ensuite, durant la première année, on observe une transition progressive où la déformation induite par le flux dans le manteau commence à avoir une contribution dans le champ de déplacement GPS. Finalement, entre 1 et 5 ans, nous voyons que maintenant il n'y a quasiment plus d'afterslip. L'essentiel de la perturbation provient de la relaxation du manteau. La série temporelle de Quito que nous avons regardée nous montre que nous sommes toujours dans la période post-sismique générée par le séisme de Pedernales. Une estimation, qui reste à affiner, indique que l'ordre du temps de relaxation serait d'environ 20 ans après le séisme. La question qui vient maintenant est de comprendre ce qui peut se passer dans les années à venir. Les connaissances actuelles ne sont pas suffisantes pour pouvoir prédire où et quand les prochains séismes auront lieu, mais notre connaissance est suffisante pour proposer des scénarios appuyés sur les données et l'étude des séquences sismiques dans le monde. Nous savons que la zone de l'équateur, depuis Pedernales mais aussi la province d'Esmeraldas et la côte sud de la Colombie, a été la zone de rupture d'un grand séisme en 1906. Cette zone de rupture a rompu partiellement lors d'un séisme dans la même zone que Pedernales en 1942. 16 ans plus tard, nous avons eu un séisme de 7,7 en 1958 dans la province d'Esmeraldas. Enfin, 21 ans plus tard, il y a eu un séisme au sud de la Colombie, près de Tumaco. Après le séisme de Pedernales, la question est de savoir si nous avons débuté une nouvelle séquence. L'afterslip qui se développe après les séismes étend la perturbation des forces initiales du séisme de Pedernales à des distances beaucoup plus grandes, possiblement à d'autres zones bloquées. Suivant l'état de contrainte, le déficit de glissement accumulé, ces effets peuvent expliquer les séismes en cascade se produisant avec des retards d'une décennie. Nous ne connaissons pas dans le détail les processus qui ont eu lieu après le séisme de 1942 et qui ont amené au séisme de 1958 et 1979. Mais cette carte montre les répliques observées à partir des sismomètres mondiaux après le séisme de 1942. On voit que les répliques ont eu lieu aux mêmes endroits après 1942 ou après 2016 pour Pedernales. Elle suggère donc que les mêmes zones ont été activées et ont très certainement été générées par l'afterslip.
Cette similitude doit accroître notre vigilance. Elle indique que la province d'Esmeraldas doit faire l'objet d'une surveillance sismologique et géodésique accrue. Mais surtout, elle indique que la préparation à un fort séisme et tsunami doit y être renforcée. Merci. Muchas gracias.